garder son sang-froid. Néanmoins, et dans un esprit de prudence qui pouvait être compris par tout le monde, le préfet prenait quelques mesures préventives. Comprises et appliquées comme elles devaient l'être, ces mesures étaient de nature à arrêter net toute menace d'épidémie. En conséquence, le préfet ne doutait pas un instant que ses administrés n'apportassent la plus dévouée des collaborations à son effort personnel. L'affiche annonçait ensuite des mesures d'ensemble, parmi lesquelles une dératisation scientifique par injection de gaz toxiques dans les égouts et une surveillance étroite de l'alimentation en eau. Elle recommandait aux habitants la plus extrême propreté et invitait enfin les porteurs de puces à se présenter dans les dispensaires municipaux. D'autre part, les familles devaient obligatoirement déclarer les cas diagnostiqués par le médecin et consentir à l'isolement de leurs malades dans les salles spéciales de l'hôpital. Ces salles étaient d'ailleurs équipées pour soigner les malades dans le minimum de temps et avec le maximum de chances de guérison. Quelques articles supplémentaires soumettaient à la désinfection obligatoire la chambre du malade et le véhicule de transport. Pour le reste, on se bornait à recommander aux proches de se soumettre à une surveillance sanitaire. Le docteur Rieux se détourna brusquement de l'affiche et reprit le chemin de son cabinet. Joseph Grand, qui l'attendait, leva de nouveau les bras en l'apercevant. Oui, dit Rieux, je sais, les chiffres montent. La veille, une dizaine de malades avaient succombé dans la ville. Le docteur dit à Grand qu'il le verrait peut-être le soir, puisqu'il allait rendre visite à Cottard. Vous avez raison, dit Grand. Vous lui ferez du bien, car je la trouve changée. Car je le trouve changé. Et comment cela? Il est devenu poli. Ne l'était-il pas auparavant? Grant hésita. Il ne pouvait dire que Cottard fût impoli. L'expression n'aurait pas été juste. C'était un homme renfermé et silencieux, qui avait un peu l'allure du sanglier. Sa chambre, un restaurant modeste, était sortie assez mystérieuse. C'était toute la vie de Cottard. Officiellement, il était représentant en vin et liqueurs. De loin en loin, il recevait la visite de 2 ou 3 hommes qui devaient être ses clients. Le soir, quelquefois, il allait au cinéma qui se trouvait en face de la maison. L'employé avait même remarqué que Cottard semblait avoir de préférence les films de gangsters. En toute occasion, le représentant demeurait solitaire et méfiant. Tout cela, selon Grand, avait bien changé. Je ne sais comment dire, mais j'ai l'impression, voyez-vous, qu'il cherche à se concilier les gens, qu'il veut mettre tout le monde avec lui. Il me parle souvent, il m'offre de sortir avec lui, et je ne sais pas toujours refuser. Au reste, il m'intéresse et, en somme, je lui ai sauvé la vie. Depuis sa tentative de suicide, Cottard n'avait plus reçu aucune visite. Dans les rues, chez les fournisseurs, il cherchait toutes les sympathies. On n'avait jamais mis tant de douceur à parler aux épiciers, tant d'intérêt à écouter une marchande de tabac. Cette marchande de tabac, remarquait Grand, est une vraie vipère. Je l'ai dit à Cottard, mais il m'a répondu que je me trompais et qu'elle avait de bons côtés qu'il fallait savoir trouver. 2 ou 3 enfin, Cottard avait emmené Grand dans les restaurants et les cafés luxueux de la ville. Il s'était mis à les fréquenter, en effet. On y est bien, disait-il, et puis on est en bonne compagnie. Grand avait remarqué les attentions spéciales du personnel pour le représentant, et il en comprit la raison en observant les pourboires excessifs que celui-ci laissait. Cottard paraissait très sensible aux amabilités dont on le payait de retour. Un jour que le maître d'hôtel l'avait reconduit et aidé à endosser son pardessus, Cottard avait dit à Grand: C'est un bon garçon, il peut témoigner. Témoigner de quoi? Cottard avait hésité. Eh bien, que je ne suis pas un mauvais homme. Du reste, il avait des sautes d'humeur. Un jour où l'épicier s'était montré moins aimable,
Il était revenu avec lui dans un état de fureur démesurée. Il passe avec les autres cette crapule, répétait-il. Quels autres? Tous les autres. Grant avait même assisté à une scène curieuse chez la marchande de tabac. Au milieu d'une conversation animée, celle-ci avait parlé d'une arrestation récente qui avait fait du bruit à Alger. Il s'agissait d'un jeune employé de commerce qui avait tué un arabe sur une plage. Si l'on mettait toute sa ragaille en prison, avait dit la marchande, les honnêtes gens pourraient respirer. Mais elle avait dû s'interrompre devant l'agitation subite de Cottard, qui s'était jeté hors de la boutique sans un mot d'excuse. Grant et la marchande, les bras ballants, l'avaient regardé fuir. Par la suite, Grant devait signaler à Rieux d'autres changements dans le caractère de Cottard. Ce dernier avait toujours été d'opinion très libérale. Sa phrase favorite, les gros mangent toujours les petits, le prouvait bien. Mais depuis quelque temps, il n'achetait plus que le journal bien pensant d'Oran, et on ne pouvait même se défendre de croire qu'il mettait une certaine ostentation à le lire dans des endroits publics. De même, quelques jours après cette levée, il avait prié Grant, qui allait à la poste, de bien vouloir expédier un mandat de 100 francs qu'il envoyait tous les mois à une sœur éloignée. Mais au moment où Grant partait, envoyez-lui 200 francs, demanda Cottard, ce sera une bonne surprise pour elle. Elle croit que je ne pense jamais à elle, mais la vérité est que je l'aime beaucoup. Enfin, il avait eu avec Grant une curieuse conversation. Celui-ci avait été obligé de répondre aux questions de Cottard, intrigué par le petit travail auquel Grant se livrait chaque soir. Bon, avait dit Cottard, vous faites un livre. Si vous voulez, mais c'est plus compliqué que cela. Ah, s'est écrié Cottard, je voudrais bien faire comme vous. Grant avait paru surpris et Cottard avait balbutié qu'être un artiste devait arranger bien des choses. Pourquoi avait demandé Grant. Eh bien parce qu'un artiste a plus de droits qu'un autre, tout le monde sait ça. On lui passe plus de choses. Allons, dit Rieux à Grant. Le matin des affiches. L'histoire des rats lui a tourné la tête comme à beaucoup d'autres, voilà tout. Ou encore, il a peur de la fièvre. Grant répondit. Je ne crois pas, docteur, et si vous voulez mon avis. La voiture de dératisation passa sous leur fenêtre dans un grand bruit échappement. Rieux se tut jusqu'à ce qu'il fût possible de se faire entendre et demanda distraitement l'avis d'employé. L'avis de l'employé. L'autre le regardait avec gravité. C'est un homme, dit-il, qui a quelque chose à se reprocher. Le docteur haussa les épaules. Comme disait le commissaire, il y avait d'autres chats à fouetter. Dans l'après-midi, Rieux eut une conférence avec Castel. Les sérums n'arrivaient pas. Du reste, demandait Rieux, serait-il utile? Ce bassis est bizarre. Oh, dit Castel, je ne suis pas de votre avis. Ces animaux ont toujours un air d'originalité, mais dans le fond, c'est la même chose. Vous le supposez, du moins. En fait, nous ne savons rien de tout cela. Évidemment, je le suppose. Mais tout le monde en est là. Pendant toute la journée, le docteur sentit croître le petit vertige que le prenait à chaque fois qu'il pensait à la peste. Finalement, il reconnut qu'il avait peur. Il entra 2 fois dans des cafés pleins de monde. Lui aussi, comme Cottard, sentait un besoin de chaleur humaine. Rieux trouvait cela stupide, mais cela l'aida à se souvenir qu'il avait promis une visite au représentant. Le soir, le docteur trouva Cottard devant la table de sa salle à manger. Quand il entra, il y avait sur la table un roman policier étalé. Mais la soirée était déjà avancée et, certainement, il devait être difficile de lire dans l'obscurité naissante. Cottard devait plutôt, 1 minute auparavant, se tenir assis et réfléchir dans la pénombre. Rieux lui demanda comment il allait. Cottard, en s'asseyant, bougonna qu'il allait bien, et qu'il irait encore mieux s'il pouvait être sûr que personne ne s'occupât de lui. Rieux fit observer qu'on ne pouvait pas toujours être seul. Oh, ce n'est pas cela. Moi je parle des gens qui s'occupent de vous apporter des ennuis. Rieux se taisait. Ce n'est pas mon cas, remarquez-le bien, mais je lisais ce roman. Voilà un malheureux qu'on arrête un matin tout d'un coup. On s'occupait de lui et il n'en savait rien. On parlait de lui dans les bureaux, on inscrivait son nom sur des fiches. Vous trouvez que c'est juste? Vous trouvez qu'on a le droit de faire ça à un homme? Cela dépend, dit Rieux. Dans un sens,
dit-il à Cottard. La lumière une fois revenue, le petit homme le regarda avec des yeux clignotants. Dites-moi, docteur, si je tombais malade, est-ce que vous me prendriez dans votre service à l'hôpital? Pourquoi pas? Cottard demanda alors s'il était arrivé qu'on arrêtât quelqu'un qui se trouvait dans une clinique ou dans un hôpital. Rieux répondit que cela s'était vu, mais que tout dépendait de l'état du malade. Moi, dit Cottard, j'ai confiance en vous. Puis il demanda au docteur s'il voulait bien le mener en ville dans son auto. Au centre de la ville, les rues étaient déjà moins peuplées et les lumières plus rares. Des enfants jouaient encore devant les portes. Quand Cottard le demanda, le docteur arrêta sa voiture devant un groupe de ses enfants. Ils jouaient à la marelle en poussant des cris, mais l'un d'eux, aux cheveux noirs collés, l'arrêt parfaite et la figure sale, fixait Rieux de ses yeux clairs et intimidants. Le docteur détourna son regard. Cottard, debout sur le trottoir, lui serrait la main. Le représentant parlait d'une voix rauque et difficile. 2 ou 3 fois, il regarda derrière lui. Les gens parlent d'épidémie. Est-ce que c'est vrai, docteur? Les gens parlent toujours, c'est naturel, dit Rieux. Vous avez raison. Et puis, quand nous aurons une dizaine de morts, ce sera le bout du monde. Ce n'est pas cela qu'il nous faudrait. Le monteur revelait déjà. Rieux avait la main sur son levier de vitesse, mais il regardait à nouveau l'enfant qui n'avait pas cessé de le dévisager avec son air grave et tranquille. Et soudain, sans transition, l'enfant lui sourit de toutes ses dents. Qu'est-ce donc qu'il nous faudrait? Demanda le docteur en souriant à l'enfant. Cottard agrippa soudain la portière et, avant de fuir, cria d'une voix pleine de larmes et de fureur. Un tremblement de terre, un vrai. Il n'y eut pas de tremblement de terre et la journée du lendemain se passa seulement pour Rieux, en longue course aux 4 coins de la ville, en pourparlers avec les familles de malades et en discussion avec les malades eux-mêmes. Jamais Rieux n'avait trouvé son métier aussi lourd. Jusque-là, les malades lui facilitaient la tâche, ils se donnaient à lui. Pour la première fois, le docteur les sentait réticents, réfugiés au fond de leur maladie avec une sorte d'étonnement méfiant. C'était une lutte à laquelle il n'était pas encore habitué. Et vers 10 heures du soir, sa voiture arrêtait devant la maison du vieil asthmatique qu'il visitait en dernier lieu. Rieux avait de la peine à s'arracher à son siège. Il s'attardait à regarder la rue sombre et les étoiles qui apparaissaient et disparaissaient dans le ciel noir. Le vieil asthmatique était dressé dans son lit. Il semblait respirer mieux et comptait les pois chiches qu'il faisait passer dans des marmites. D'une des marmites dans l'autre. Il accueillait le docteur avec une mine réjouie. Alors, docteur, c'est le choléra. Où avez-vous appris ça? Dans le journal, et la radio l'a dit aussi. Non, ce n'est pas le choléra. En tout cas, dit le vieux, très surexcité, ils y vont fort, hein, les grosses têtes. N'en croyez rien, dit le docteur. Il avait examiné le vieux, et maintenant il était assis au milieu de cette salle à manger misérable. Oui, il avait peur. Il savait que dans le faubourg, même une dizaine de malades l'attendraient le lendemain matin, courbés sur leurs bubons. Dans 2 ou 3 cas seulement, l'incision des bubons avait amené un mieux, mais pour la plupart ce serait l'hôpital, et ils savaient que l'hôpital voudrait dire pour les pauvres. Je ne veux pas qu'ils servent à leur expérience, lui avait dit la femme d'un des malades. Ils ne serviraient pas à leurs expériences, ils mourraient, et c'était tout. Les mesures arrêtées étaient insuffisantes, cela était bien clair. Quant aux salles spécialement équipées, ils les connaissaient. 2 pavillons hâtivement déménagés de leurs malades, de leurs autres malades, leurs fenêtres calfeutrées entourées d'un cordon sanitaire. Si l'épidémie ne s'arrêtait pas d'elle-même, elle ne serait pas vaincue par les mesures que l'administration avait imaginées. Cependant, le soir, les communiqués officiels restaient optimistes. Le lendemain, l'agence Ranstock annonçait que les mesures préfectorales avaient été accueillies avec sérénité et que déjà une trentaine de malades s'étaient déclarés. Castel avait téléphoné à Rieux. Combien de lits offrent les pavillons? 80. Il n'y a certainement plus de 30 malades dans la ville. Il y a ceux qui ont peur et les autres, les plus nombreux, ceux qui n'ont pas eu le temps. Les enterrements ne sont pas surveillés. Non. J'ai téléphoné à Richard qu'il fallait des mesures complètes, non des phrases, et qu'il fallait élever contre l'épidémie une vraie barrière ou rien du tout. Et alors, il m'a répondu qu'il n'avait pas pouvoir. À mon avis, ça va monter. En 3 jours,
l'école maternelle. Nos concitoyens, qui jusque-là avaient continué de masquer leur inquiétude sous des plaisanteries, semblaient dans les rues plus abattus et plus silencieux. Rieux décida de téléphoner au préfet. Les mesures sont insuffisantes. Chez les chiffres, dit le préfet, ils sont en effet inquiétants. Ils sont plus qu'inquiétants, ils sont clairs. Je vais demander des ordres au gouvernement général. Rieux raccrocha devant Castel. Des ordres. Il faudrait de l'imagination. Et les sérums. Ils arriveront dans la semaine. La préfecture, par l'intermédiaire de Richard, demandait à Rieux un rapport destiné à être envoyé dans la capitale de la colonie pour solliciter des ordres. Rieux y mit une description clinique et des chiffres. Le même jour, on compta une quarantaine de morts. Le préfet prit sur lui, comme il disait, d'aggraver dès le lendemain les mesures prescrites. La déclaration obligatoire et l'isolement furent maintenus. Les maisons des malades devaient être fermées et désinfectées, les proches soumis à une quarantaine de sécurité, les enterrements organisés par la ville dans les conditions qu'on verra. Un jour après, les sérums arrivaient